bien le bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de livres que j'ai lus relativement récemment et que j'ai tous trouvés de qualité, et ce pour des raisons différentes. Je vais donc vous présenter 5 bons livres qui m'ont bien amusé et qui m'ont provoqué des émotions quand même. C'est parti. Le premier, c'est le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Celui-ci, je l'ai lu sur les conseils de Margot Liseuse qui en avait parlé dans l'un de ses vlogs, et je l'ai absolument adoré, je l'ai dévoré, j'étais complètement happée, c'était tellement fluide, tellement confortable, que toutes les lectures après que j'ai pu faire m'ont semblé laborieuses, quoi. Tout était mou. On se retrouve dans un grand manoir en Angleterre, la famille se réunit mais ne s'entend pas, le patriarche meurt, Hercule Poirot enquête. Pour moi, il est vraiment réussi parce qu'il est original sans être tordu. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir vraiment toutes les clés pour pouvoir trouver les solutions, tout en ayant en même temps vraiment une surprise. Celui-ci, il a aussi pour lui d'être vraiment très prenant. Pour moi, c'était vraiment une lecture frénétique. Vous savez, le truc, on est toujours dans le chapitre de plus. On lit toujours la page de plus, le chapitre de plus. On a une ambiance, des personnages clairs rapidement, on n'est pas perdu. Et en même temps, ils sont bien gratinés, parce que c'est important aussi dans les histoires d'Agatha Christie. Et le rôle d'Hercule Poirot est lui aussi bien géré, au sens où on a ce détective qui revient aux évidences, alors que l'autrice, évidemment, nous pousse à partir dans des hypothèses un peu farfelues. Ce qui donne l'impression d'une lecture rigoureuse et jouissive, et ça m'a énormément amusée, c'était l'éclate. J'aimerais aussi parler de la dédicace. Alors, la plupart du temps, il y a à mon mari, à Georges et Jessica, vous voyez, c'est souvent très très nul, sans qui ce livre n'aurait jamais vu le jour. Mais là, on en a une bonne. Mon cher James, vous avez toujours été l'un de mes lecteurs les plus fidèles et les plus indulgents. C'est dire à quel point recevoir de vous un mot de critique me troublait. Vous y déploriez que mes meurtres deviennent trop épurés, exsangues pour parler net. Vous y réclamiez un de ces bons vieux meurtres bien saignants. Un meurtre qui, sans l'ombre d'un doute, en soit bien un. Cette histoire est donc la vôtre, écrite tout spécialement pour vous. Puisse-t-elle avoir l'heure de vous plaire. Votre belle-sœur affectionnée, Agatha. Et on sent que cette dédicace et cette intention, en tout cas d'écriture, infuse tout le roman. On a effectivement un meurtre qui se passe mais vraiment dans un bain de sang, avec Poirot qui discute avec un de ses amis et qui dit là c'est sûr, on a bien un meurtre, il n'y a aucun doute. Voilà, il y a de nombreux clins d'œil comme ça qui sont faits. Le plaisir de lecture vient aussi du fait qu'on sent qu'Agatha Christie s'amuse lorsqu'elle écrit ce roman. Il y a vraiment le jeu avec la dédicace, mais aussi une grande ironie à propos des Anglais, de manière générale, et plein de petites remarques comme ça qui sont irrésistibles. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, et à me dire en commentaire quelle est votre Agatha Christie préférée, parce que là, je commence un peu à caler. J'ai aussi lu La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt. C'est une pièce de théâtre suisse, germanophone. On y suit une ville au XXe siècle qui a subi de nombreuses crises et qui est à l'abandon, les habitants meurent de faim, on sent vraiment que le train passe autour, vous voyez, mais c'est plus desservi. Et pour sauver la ville, se présente un jour une occasion exceptionnelle qui est que l'une de ses anciennes habitantes, qui est devenue riche entre-temps, retourne dans sa ville natale. Tout le monde espère donc qu'elle crachera l'argent nécessaire pour relancer l'industrie. Cependant, la vieille dame en question vient, elle, en réalité, pour se venger. Pour moi, cette pièce, elle incarne l'esprit théâtre du XXe, à la Brecht par exemple. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce théâtre du XIXe siècle, des sentiments, de la noblesse d'âme, de la passion. Au contraire, il est typique du XXe siècle au sens où il révèle la médiocrité de l'homme, c'est-à-dire l'humanité vraiment dans tout ce qu'elle a de merdique. Il y a quelque chose de désabusé et qui montre les rapports humains dans tout ce qu'ils ont de terrible. Voilà, on sent que les auteurs se sont pris 2 guerres mondiales dans la face, vous voyez. Ça change quand même le rapport à l'être humain. Donc c'est une lecture qui n'est pas profondément sombre. On est sur une lecture qui est amusante, c'est absurde, ça montre ses incohérences, il y a plein de choses bizarres qui se passent. On n'est pas dans du surnaturel, mais c'est cocasse, vous voyez. C'est cocasse, un peu vulgaire, et en même temps, ça dit le vrai. Derrière le grotesque, c'est un portrait finalement sans phare qui est fait de l'humanité dans toute sa laideur. Et tout de suite, on sent que l'humour est comme ça entaché par une violence sous-jacente. Donc c'est pas le type de texte que je lis comme ça au quotidien pour mes goûts personnels, mais je trouve que de temps en temps, ça fait du bien aussi de se confronter à un type de théâtre ou à un type de lecture de manière générale que l'on ne lit pas ou que l'on lit peu. Voilà, ça rappelle l'ampleur et la diversité de la littérature, et ça c'est quand même important.
Un beau matin, j'ai écouté une émission de la conversation scientifique qui portait sur l'intelligence artificielle et plus précisément sur les agents conversationnels. Dans l'émission, le chercheur invité était Alexei Greenbaum, dont j'ai ensuite acheté le livre que vous voyez ici, Paroles de machine, pour aller plus loin, mais aussi pour fixer toutes les informations que j'avais pu absorber. C'est un essai, donc l'auteur s'emballe parfois dans des métaphores filées, part dans un petit élan lyrique, mais au-delà de ça, c'est vraiment un essai très instructif et qui m'a fait gargouiller, évidemment. Il aborde les enjeux techniques, donc qu'est-ce qu'une IA, qu'est-ce qu'un agent conversationnel, comment ça fonctionne concrètement, qu'est-ce que le codage, etc. Les enjeux pratiques, quelles utilisations, quels effets sur l'interlocuteur concrètement, le système de double imitation, machine-humain, ou encore la responsabilité des propos tenus par la machine. Est-elle responsable de ce qu'elle dit? La notion de plagiat aussi, comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Est-elle pertinente? Et les enjeux philosophiques, c'est-à-dire partager le langage, l'homme n'est plus le seul à être détenteur du langage, quelles sont les conséquences? Quelle relation au langage nous est encore propre? Et quel rôle peut jouer l'humanité dans un monde dans lequel la machine parle? Une dimension que je trouve particulièrement intéressante dans ces questions-là, c'est le fait que la machine, en fait, ne pense pas, elle ne crée pas de pensée. C'est uniquement des calculs de probabilité. Elle dispose d'une grande masse de texte qui constitue son corpus, à partir de laquelle elle va auto-apprendre les choix les plus probables, et elle va s'auto-apprendre à parler, en tout cas, à formuler des réponses et des phrases qui soient les plus humaines possibles, statistiquement parlant. Mais la machine ne pense pas, c'est une impression qui est uniquement liée au fait qu'elle utilise le langage. Le langage donne l'impression de la pensée, même si on sait que c'est faux. On sait qu'elle ne pense pas. Il y a toujours cette impression qui est là malgré tout. Justement, pour différencier la parole humaine de la machine, il a été proposé, et il est proposé et étudié même en ce moment même, le fait d'intégrer un filigrane, c'est-à-dire de pouvoir reconnaître, savoir quand un texte a été produit par une machine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça ne change pas le fait qu'on a quand même l'impression qu'elle a des intentions, qu'elle a une pensée. Parce qu'elle est programmée pour imiter ce que ferait un humain, on lui prête une personnalité. Et donc voilà, il y a une tension, il y a un paradoxe là-dessus qui est vraiment difficile à résoudre et qui pose question. Et je trouve qu'Alexei Greenbaum le pose vraiment très bien du point de vue scientifique et philosophique. Beaucoup mieux que moi, hein, évidemment. Là, si vous avez compris quoi que ce soit, bravo à vous. Vulgarisatrice scientifique, c'est pas mon travail. Ça se voit. Je conseillerais cet essai si vous avez quand même quelques notions du sujet. Donc, soit vous en avez, vous pouvez vous lancer, soit écoutez d'abord l'émission de la conversation scientifique pour avoir les bases, pour entrer dans l'essai assez facilement. Si vous voulez comprendre ChatGPT et finalement le monde dans lequel on vit, ça me paraît comme indispensable intellectuellement de lire cet essai ou d'écouter l'émission pour avoir en fait le juste milieu, pour faire la part des choses entre tous ces discours pleins de peur et qui prêtent de la malveillance aux machines et les discours au contraire qui se fantasment un monde d'hommes-machines. Vous voyez, là on a un entre-deux renseigné et qui ne repose pas sur de la croyance. Et c'est d'ailleurs ce que dit aussi l'auteur, qu'il est nécessaire aujourd'hui en fait d'avoir des connaissances suffisantes en informatique pour ne pas être à la merci de ceux qui les ont et des entreprises qui les possèdent. Parce qu'en fait on est tous concernés, on vit dans un monde d'agents conversationnels, on vit dans un monde d'intelligence artificielle, tout le monde doit faire ce travail de connaissance, que ce soit les citoyens ou les dirigeants. À présent, j'aimerais vous parler d'un manga, Vinland Saga. Alors Vinland Saga, c'est un manga adulte d'action et de complot politique, en gros. On suit un jeune Islandais qui cherche à se venger du meurtrier de son père et qui a le droit de le défier en duel régulièrement, et donc pour rester toujours près de lui, est un peu embauché comme l'un de ses gros bras dans tous les coups, finalement, dans lesquels il se lance. On est sur une époque viking, guerre contre les Anglais, un Moyen-Âge un peu viril. Je me suis donc posé la question, pourquoi est-ce que tu aimes Vinland Saga, alors que tu n'es clairement pas le public cible? J'aimerais donc aujourd'hui essayer de répondre brièvement à la question pourquoi Vinland Saga, c'est une réussite. Pour vous donner un repère, j'ai terminé le tome 8, qui constitue en gros la fin du premier arc. Alors, je dois vous avouer qu'au début, dans le premier tome, j'étais un peu dubitative, je les trouvais tous un peu lourdingues, mais l'une des forces de Vinland Saga, c'est que quand on reste à côté de ces guélurons, on apprend à les connaître et on s'y attache et on les voit évoluer. Et ce que je cherche à dire, c'est plutôt que les personnages et l'histoire sont plus fins qu'il n'y paraît. C'est un peu comme en fantasy où c'est au fil des tomes que la magie opère.
Je me suis donc attachée à Askeladd, évidemment, enfin un personnage intelligent, merci, et Thorkel, notre gros lourd, qui s'avère finalement sympathique, très sympathique et très divertissant. Mention spéciale aussi dans ce manga pour ce mélange époque viking et esprit japonais. Alors c'est détonnant, hein. Au début on se dit oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est presque kitsch, mais en fait ça marche. Et je dois avouer que moi je me suis prise au jeu petit à petit, et ça devient l'un des attraits du manga. Bon, évidemment, hein, vous l'aurez compris au résumé, pour lire Vinland Saga, il faut quand même aimer la baston, ou alors commencer après le tome 8. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas un manga qui stagne. Franchement, ça avance, on a une vraie intrigue, c'est efficace. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que ça prend de l'ampleur, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là, boum boum, c'est fini. Ça avance, mais ça s'amplifie. Ce qui est là aussi l'une des caractéristiques de la bonne fantasy. Pour moi, ce premier arc, c'est une franche réussite. Mais à la fin du tome 8, nous avons un basculement aux conséquences peut-être irrévocables. En tout cas, j'ai peur. Non mais en toute franchise, moi ça m'a donné envie de me flinguer. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je m'explique. On a notre Thorfinn, notre Islandais, sa vengeance machin, qui finalement est un prétexte pour suivre tous les gens qui gravitent autour de lui. Le personnage que l'on suit réellement, c'est le personnage qui est à côté de lui. Et dans le premier acte, ce personnage important est exceptionnel. On a un gars intelligent, on est dans du complot, dans de la guerre, c'est perfide. Et en même temps, vous savez, il y a cette petite larme à la japonaise là qui vient vous saisir. Donc voilà, moi j'étais bien, j'étais installée, j'étais bien. Fin du tome 8, changement de décor, et donc on a un nouveau personnage narrateur. Mais là, on tombe sur le type le plus demeuré de tous les temps. Un espèce de gars grimacier, à gros sourcils, falot. Enfin, moi j'ai pas envie de suivre ce type. Moi j'ai l'impression qu'on va se fader un blaireau et qu'on va s'ennuyer sévère, alors que le premier arc de Vinland Saga c'était tout l'inverse. Et moi j'étais là pour ça, vous voyez. Je suis pas là pour suivre le gros nul dans sa forêt. Hein. Donc voilà, j'ai peur. Moi j'ai peur pour la suite. Je me suis quand même préparée là, j'ai un peu fait mon deuil et je me suis dit au moins, j'aurais vécu une belle aventure. Et c'est vrai que même si la suite s'avère complètement naze, ces 8 premiers tomes, moi j'aurais eu une petite étincelle, et c'est ce qui compte. Voilà. Donc n'hésitez pas peut-être à lire juste le premier arc, je ne garantis pas la suite. Okay. Donc je m'étais dit 2024, année chouchou, année Balzac. J'ai commencé la comédie humaine par le bon bout, hein, entre guillemets. Le premier tome, c'est cette nouvelle, La maison du chat qui pelote, ou qui plotte, en fonction d'où vous êtes. Elle est écrite en 1929 et présente un couple de boutiquiers prospères qui a 2 filles. Il va s'agir de marier ces 2 filles, et plus particulièrement l'une d'elles, qui va prendre une direction sociale peu attendue. Le thème de cette nouvelle, c'est la question du décalage, de la différence de classe sociale, qui n'est pas qu'une question d'argent, mais aussi une question d'éducation, de pensée, de goût. Cette question, il la place au sein du couple et nous la donne à voir avec sensibilité et cruauté. Ça m'a un peu rappelé le film Pas son genre. Ce que j'aime chez Balzac et qu'il fait vraiment très bien ici, comme dans La femme abandonnée, les personnages sont à un moment charnière de leur vie et de leur relation avec autrui, et Balzac est fort en ce qu'il arrive à mettre les mots justes sur ce qui ne serait pour les personnages qu'une bouillie d'émotions et de réflexion. Alors il ne donne pas accès à une pseudo-psychologie des personnages, ce qu'il fait, c'est qu'il se sert de ceci pour donner à voir, mettre en scène des réactions très humaines, dans lesquelles on se reconnaît tous et qu'il explique, qu'il analyse avec beaucoup de finesse et en même temps sans pitié. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son utilisation des temps, et notamment du passé simple. Comme on est sur un récit qui s'écoule sur plusieurs années, le passé simple est vraiment là pour mettre en lumière les moments clés, ces moments décisifs dans la vie des gens dont ils ne se rendent pas forcément compte eux-mêmes sur le moment. Évidemment, Chouchou, moi ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il s'amuse. On sent vraiment qu'il a plaisir à écrire et on l'entend, quoi. On sent qu'il est là quand il écrit. Et comme toujours chez Balzac, il y a du tragique, mais c'est pas là, vous savez, pour faire pleurer dans les chaumières. On n'a pas cette emphase qui est mise dessus. Le tragique, il vient surtout du fait qu'on sait où ça va, on voit la catastrophe et on n'y peut rien. On assiste au mécanisme de la vie et au caractère humain et on voit les personnages prendre les mauvaises directions et aller vers le drame. Et comme pour la tragédie, ça a quelque chose de terrifiant et de jouissif.
Ce que j'aime aussi chez Balzac et que je retrouve ici, c'est qu'il y a ces thèmes premier 19e siècle, le père, l'honneur, la famille, l'orphelin que l'on a recueilli. Et puis on a la mesquinerie, la petitesse, l'inconstance. Chez Balzac, il y a la passion et la réalité de la vie. Et souvent la solitude qui lie les deux. Allié évidemment à un sens de la formule qui fait mouche et à des descriptions exceptionnelles. C'en est tout pour cette sélection de l'éclectisme. Là, je suis en train de lire un livre, c'est du très très lourd. On en parle bientôt.